Je suis pas du tout misogyne. Je suis pas du tout misogyne, alors là, j'interdis qu'on dise ça. D'apparence et de dehors, elles m'ont l'air parfaitement hystériques et mal baisées. Je ne suis pas votre secrétaire. La secrétaire de qui alors? Des femmes battues, il y en aura toujours. Personnellement, je bats pas la mienne, bien que parfois j'en ai envie. Pardon, je me suis encore perdu dans ton décolleté. Mais pourquoi on les aime pas, les féministes, déjà? Et nous commencerons dès que Thaïs sera allé nous faire 2 petits cafés. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sexisme Invisible, un podcast écrit et réalisé par Le Foualier et produit par La Brèche. Première saison, le sexisme invisible du sport professionnel, épisode 8, maltraitance et violence ordinaire. Être sportif et sportive de haut niveau implique des concessions que peu de personnes seraient capables de faire. S'il paraît évident voire normal que des sportifs ou sportives se consacrent entièrement à leur sport, il devient beaucoup plus discutable de savoir qu'ils et elles endurent des formes d'entraînement qui ressemblent à s'y méprendre à de la maltraitance sur mineurs. Il semblerait par ailleurs que les jeunes filles soient les plus touchées par ces phénomènes, et c'est justement le sujet du jour. La première partie de cet épisode, il va être consacré simplement à certains témoignages qu'on peut retrouver sur différents réseaux sociaux d'anciennes jeunes sportives de très haut niveau qui ont vraiment tutoyé les sommets de leur sport, mais qui ne sont jamais parvenus à atteindre leurs objectifs, et qui témoignent des violences ordinaires qu'ils et elles ont pu, elles en l'occurrence dans cet épisode, subir tout au long de leur formation. Et on va simplement passer une série de ces témoignages pour écouter ce qu'elles ont à dire, de ce qu'elles ont dû endurer. Et on pourra prendre un petit peu de recul dans la deuxième partie de cet épisode pour se poser quelques questions. Cet épisode, je l'ai préparé grâce en particulier aux travaux de Mike Hartill, qui est un sociologue du sport, que je citerai dans la deuxième partie de l'épisode, et également d'un Français qui s'appelle Philippe Sarré-Méjeanne, qui a publié un ouvrage qui s'appelle Éthique et sport et qui se pose justement la question de la violence dans le sport de 2 façons différentes. Et d'abord, je vous propose simplement de vous familiariser un petit peu avec quelques témoignages. Ce que vous allez entendre fait référence à des violences commises sur des mineurs. Si jamais ça vous est pénible ou difficile d'écouter ce podcast, on peut se retrouver lundi prochain pour le 9e épisode de Sexisme Invisible et de cette première saison, ou alors je vous recommande peut-être de l'écouter accompagné d'une personne de confiance. J'ai toujours rêvé de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024, mais j'ai décidé de tout arrêter juste avant parce que le milieu du sport de haut niveau est un milieu beaucoup trop violent. J'ai fait de l'athlétisme de haut niveau pendant 10 ans, j'ai fait 10 sélections en équipe de France. J'ai décidé d'arrêter 10 ans après, donc à 25 ans. Très tôt, la souffrance s'est normalisée, voire banalisée, voire même recherchée et valorisée. J'avais un entraîneur qui me disait quand je loupais une compétition que c'était parce que j'étais trop faible mentalement. Et je le croyais, je me remettais beaucoup en question. C'était jamais suffisant, il fallait toujours aller plus loin. Sur la fin de ma carrière, à une compétition, j'étais blessée au tibia depuis plusieurs mois et j'étais au bord de la fracture de fatigue. Et mon entraîneur m'a demandé coûte que coûte de continuer, alors que très clairement, le staff médical me disait qu'il fallait que j'arrête pour mon intégrité physique. Et en fait, on a continué jusqu'à ce que je me fasse très mal. C'est plein de petites choses comme ça qui créent un contexte de violence auquel on s'habitue et duquel il est très difficile de sortir. Les images sont filmées par d'autres sportifs. Simon Progin est face au mur. Il n'a pas été très bon à l'entraînement, il doit être puni. On se plaignait de douleurs qu'on avait depuis peut-être 1 semaine, 2 semaines, voire des mois ou peut-être même des années. Moi personnellement, c'était des douleurs au dos. Pour certaines, c'était autre chose, mais le dos, c'était assez fréquent. Et ce qu'on nous répondait, c'était vraiment t'es une chochotte, t'es une princesse, t'as pas mal en fait. On nous disait qu'on mentait par rapport à nos souffrances corporelles. Jusqu'au jour où tu vas faire des radios. Et puis là, le résultat tombe, et puis c'était une fracture de fatigue à 2 vertèbres lombaires. Et là, on te dit que tu dois arrêter du jour au lendemain pendant 6 mois, avec 6 mois de rééducation derrière. Et du coup, voilà. C'est pas facile à entendre. J'étais une fille joyeuse, avec un objectif, c'est de participer aux Jeux Olympiques en 2016 à Rio. Et j'étais prête à tout sacrifier, à tout donner pour atteindre ce objectif-là.
T'étais prête à sacrifier quoi? La famille, mes amis, tout ce qu'il y a autour, sortir le soir, les anniversaires, même la nourriture. Et ouais, même l'école des fois. On sait qu'on a 30 heures d'entraînement par semaine. Pendant les vacances, on fait le double d'entraînement. On sait ça. Et on accepte ça parce qu'on a un but. Et on sait que c'est le seul moyen pour atteindre ce but, c'est de s'entraîner autant. Donc ça, à 14 ans, on est prête à ça? On est prête, on le sait, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Tout a commencé avec des petites insultes. Bon, t'es grosse, t'es idiote, t'es handicapée, t'es nulle, tu fais rien, t'es inutile. Ensuite, si vous ne faites pas 5 fois l'exercice sans faute, vous n'avez pas le droit de boire. Même si moi, j'avais les lèvres complètement blanches et j'en pouvais plus en fait. Mais c'est si simple. Tu prends ta gourde et tu bois. Mais on n'avait pas le courage de le faire parce qu'on avait peur des conséquences. Je commence à m'entraîner énormément, que je comprenne le système et puis que je devienne une bonne petite athlète qui obéit bien pour participer au JO. Et moi, je trouve que ce qui était particulièrement compliqué pour moi, c'est qu'on pouvait être pesé à n'importe quel moment. C'était une forme d'incitation à l'anorexie? Absolument. Enfin, nos entraîneurs pouvaient tenir des propos en nous disant que voilà, c'était normal de ne pas manger, que c'était normal de se faire vomir. Donc on n'avait pas tellement de repères en fait, stables et sains autour de l'alimentation. C'est un peu typique dans les situations de maltraitance, c'est que beaucoup de personnes sont un peu au courant. Mais là où ça devient plus critique, c'est quand on commence à mettre bout à bout toutes ces choses-là. Et c'est ce travail qui souvent n'est pas fait. C'est-à-dire qu'un constat isolé n'entraîne pas d'action, mais quand on commence à mettre tout ça bout à bout, quand on connecte un petit peu les points, ça dessine quelque chose qui est beaucoup plus sombre. Et on se rend compte qu'en fait, c'est répété, c'est un petit peu plus systémique que ce qu'on pense. Ces témoignages sont d'autant plus troublants, vous l'avez compris, qu'ils concernent, ou qu'ils ont concerné des mineurs, pour ne pas dire des enfants. Vous avez certaines de ces sportifs qui avaient 11 ans au moment des faits que vous avez entendus. Et c'était pas évident pour moi de choisir un bon positionnement de cet épisode. Je ne savais pas très bien où le placer, et j'ai choisi finalement de le placer en 8e position, c'est donc le 8e épisode, pour une raison assez simple. C'est que j'avais besoin d'introduire, je pense, avant de parler des maltraitances physiques et psychologiques, et on reviendra même sur les maltraitances sexuelles, qu'il y a beaucoup à en dire. Quand on met en parallèle les maltraitances subies par ces gamines avec la façon dont le sport, quand il est pratiqué par des femmes, est dévalorisé, que ce soit dans l'opinion publique, que ce soit dans les idées reçues sexistes et misogynes qu'il peut y avoir autour de ça, dans la minorisation de leurs performances exceptionnelles, ça n'en est que plus révoltant. Et je crois cet épisode indispensable. Et après avoir entendu ces témoignages, je pense qu'on peut commencer à rentrer justement dans le vif du sujet et qu'on peut commencer à parler un petit peu de ce rapport à la violence que ces jeunes sportives voient leur être imposée, d'une violence à l'encontre de leur propre corps, mais pas seulement. On va déjà reprendre les propos de Mike Hartill, sociologue du sport, qui dit quelque chose d'assez intéressant, qui nous met quand même la puce à l'oreille, puisqu'il nous dit que le sport semble être une exception, dans une sorte d'angle mort dans notre réflexion des violences faites aux mineurs. Il dit dans un des papiers qu'il publie que s'il y avait n'importe quel domaine dans lequel on apprenait que des enfants subissaient autant de pression psychologique, subissaient autant de douleurs, autant de blessures parfois graves, s'il existait un domaine autre que le sport dans lequel les enfants deviendraient tous et toutes anorexiques, on serait tous scandalisés, et surtout, on aurait tous et toutes notre opinion à dire là-dessus, et tout le monde se révolterait en disant « mais comment est-ce que c'est possible de faire subir ça à des enfants ?» Mais Mac Hartill souligne quelque chose d'assez intéressant, c'est que dans le domaine du sport,
C'est quelque chose, comme on l'a entendu dans le dernier témoignage, qui est connu de tous et de toutes et qui semble accepté. Et on peut se poser en fait une première question, c'est qu'est-ce qu'on est devenu collectivement en société pour accepter que des mineurs soient à ce point maltraités au nom d'une société du spectacle qui en plus de ça ne reconnaîtra jamais, ou en tout cas ne les reconnaît pas encore, les femmes à leur juste valeur. Qu'est-ce qu'on impose en fait à ces jeunes femmes, à ces enfants, à ces filles? Qu'est-ce qu'on leur impose comme lot de souffrances physiques, psychologiques, comme quantité de blessures complètement absurdes, pour un résultat qui de toute façon sera passé à la moulinette du sexisme, avec des personnes qui vous expliqueront que de toute façon le sport féminin n'est pas spectaculaire, que de toute façon elles n'ont pas réellement des vrais corps de femmes, et toutes les bêtises que vous pouvez imaginer. Et à mettre en perspective, ça rend la question terrifiante. Et vous avez, il est très important de le citer, dans son ouvrage Éthique du sport, Philippe Sarréméjane, j'espère que je prononce bien son nom, qui parle de ça, qui parle du rapport que les sportifs ont à la violence. La première des choses qui est très intéressant à noter, c'est qu'il parle d'abord d'un rapport à la violence extérieure, c'est-à-dire que lorsque vous êtes sportif ou sportif de haut niveau, votre objectif, c'est de battre les personnes qui seront en compétition contre vous, et le mot « battre » a un sens quand même assez violent, hein. Lorsque l'on bat quelqu'un, mis à part dans le domaine du sport, le mot « battre » veut dire ce qu'il veut dire, hein. Il veut dire infliger de la souffrance physique à une personne. Et ça, c'est quelque chose qui leur est totalement imposé. C'est inhérent au sport. Le sport est l'affaire de performance supérieure à celle de vos adversaires. Si vous voulez briller en sport, vous devez mieux performer que les personnes qui sont inscrites à la compétition à laquelle vous participez. Et donc, ce rapport au sport, ce rapport à la violence qui est imposé aux sportives peut leur permettre d'intérioriser plus facilement un rapport beaucoup plus intime à la violence. Et le piège est probablement là, c'est-à-dire que dans l'ADN même du sport, qui est de mettre en compétition des individus et donc de créer une forme de violence, il faut écraser l'individu, il faut le battre. De toute façon, si vous voulez remporter un titre, vous devez battre vos autres adversaires. Il y a peut-être une acceptation plus facile qui passe par des choses assez inconscientes qui peuvent être mises dans la tête de ces jeunes filles, à savoir, si tu veux battre les autres, il faut d'abord te battre toi-même. Et pour se battre soi-même, il convient d'accepter certaines choses que le corps ne devrait pas accepter. La douleur, c'est un message nerveux qui est consécutif à une nociception, donc une lésion mineure ou majeure d'un tissu. Et la nociception, quand elle devient consciente, envoie l'information douleur au cerveau. Cette information douleur, elle a un sens, elle a une fonction pour nous. La fonction, évidemment, étant donné que le message nociceptif est douloureux, dans le cadre de la douleur, il est d'éviter l'événement qui a provoqué la douleur, de s'en éloigner, bien entendu, et d'essayer de faire autrement. C'est ça qui est important. Le message de douleur ne devrait pas être un message qui est là pour nous dire c'est le moment de se dépasser. Alors, il y a beaucoup de situations dans lesquelles il convient effectivement de lutter contre les douleurs que l'on peut ressentir, bien sûr. Il y a plein de situations quotidiennes où on peut imaginer ressentir de petites douleurs, mais ça n'est pas un prétexte pour, ne plus nous occuper de nos enfants si la douleur est gérable, si la douleur est minime, etc. Mais lorsque l'on vous met dans la tête que si vous voulez être sportif de haut niveau, vous n'avez pas le droit ni de ressentir, ni d'exprimer votre douleur, vous en arrivez à leur mettre dans la tête que toutes les douleurs sont à mettre dans le même sac et qu'il faudrait lutter contre elles. Or, s'il peut arriver à n'importe qui d'avoir un petit peu mal à la tête à la fin de la journée parce qu'on a passé un petit peu de temps enfermé ou devant les écrans, et que ça ne nous empêche pas de poursuivre la journée, mais que simplement on sait qu'il faudra faire un petit peu attention à pas passer autant de temps devant les écrans, à s'aérer, à faire des pauses, etc. Il y a des douleurs contre lesquelles on ne devrait pas lutter. En réalité, il y a des douleurs qui sont des messages envoyés par le corps, qui sont des messages très clairs. Lorsque vous avez une fille de 12 ans qui souffre de 2 fractures de fatigue vertébrale au niveau lombaire, les vertèbres lombaires qui sont en plus de ça, même si la colonne lombaire est en légère lordose et qu'elle est plus sujette que les dorsales par exemple aux fractures de fatigue, lorsqu'un message aussi douloureux est envoyé pour dire il y a des fractures sur 2 vertèbres et que vous avez des personnes dans l'entourage pour vous dire en fait si tu écoutes cette douleur-là, tu es faible et tu n'auras pas de carrière, vous imposez du coup à ces jeunes filles de taire un message qui est un message de survie, qui est un message pour dire il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer. Et on est en train de franchir des limites qui ne devraient jamais être franchies. Et il y a toute une série, tout un exemple
de sportifs de haut niveau. Alors on entend très peu les histoires des femmes dans le sport de haut niveau, c'est très rare. Donc on est obligé de parler de cas masculins, d'hommes qui à la fin de leur carrière souffrent et souffriront jusqu'à la fin de leur jour. On pense à Rafael Nadal et son genou, on pense à un footballeur argentin dont le nom m'échappe, je me demande si c'est pas Batistuta qui s'est fait amputer d'une jambe à cause des douleurs qu'il a dû subir pendant la totalité de sa carrière. Et là est la question que les sociologues du sport se posent, à quel prix en fait ? À quel prix peut-on accepter, nous collectivement en tant que société, que des individus adultes causent un tel tort à nos enfants pour ensuite une société du spectacle qui ne va de toute façon pas les reconnaître à leur juste valeur simplement parce qu'elles sont des femmes et que le grand public considère que les performances sportives des femmes sont moins impressionnantes, moins intéressantes que celles des hommes. Les sports les plus concernés, et c'est pour ça qu'on a plus de témoignages de jeunes filles que de jeunes hommes, ce sont les sports basés sur l'agilité, c'est la gymnastique rythmique et sportive et l'athlétisme. Ce sont vraiment les trois sports dans lesquels on retrouve le plus grand nombre de ces témoignages-là. Donc des sports dans lesquels le résultat passe par une performance strictement individuelle, mais il y a fort à parier pour qu'on retrouve le même type de maltraitance dans les sports collectifs et dans tous les sports de haut niveau d'une façon générale. Les sports individuels basés sur la souplesse sont majoritairement pratiqués par des femmes. Il y a des compétitions bien sûr de gymnastique chez les hommes, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes activités, les mêmes épreuves qui sont organisées. En GRS, on ne retrouve quasiment que des femmes et l'athlétisme est un petit peu plus mixte. Mais ça pose la question, en particulier dans ces milieux-là, qui sont des milieux un petit peu fermés, et on l'avait entendu avec le dernier témoignage, dans lesquels tout le monde sait finalement. Tout le monde sait que les entraîneurs poussent ces jeunes filles trop loin. Et donc, au nom d'une soi-disant recherche de performance, on les pousse à dépasser les limites de leur corps. Déjà, les sports que je vous ai cités, en particulier la gymnastique et la GRS, sont des sports dans lesquels on demande au corps de réaliser des gestes qui ne sont pas des gestes physiologiques, qui dépassent parfois des amplitudes articulaires physiologiques et qui sont naturellement à risque de blessure. Et il y a tout un pan de questions à se poser, des questions auxquelles je n'ai pas de réponse à apporter aujourd'hui, mais qui méritent d'être posées, qui méritent qu'on les garde dans un coin de notre tête, et que l'on continue à traiter avec la plus grande fermeté les cas de maltraitance quand ils sortent dans la presse. Il y avait, il y a quelques semaines, l'histoire d'un entraîneur de gymnastique qui a été condamné pour maltraitance sur mineurs, et qui a été immédiatement réembauché par la Fédération française de gymnastique derrière, parce que la Fédération française de gymnastique disait « on a pris un bouc émissaire, c'est sur lui que c'est tombé, mais c'est comme ça qu'on fonctionne ». Et il y a probablement des questions à se poser sur justement ces mécaniques de fonctionnement, d'acceptation des douleurs, qui n'est probablement pas complètement étrangère à l'acceptation des VSS et des violences sexuelles que les jeunes sportifs et les jeunes sportives subissent dans ces milieux-là. Si vous arrivez à leur mettre dans la tête qu'ils doivent et qu'elles doivent absolument tout accepter pour pouvoir performer, il y a peut-être là le début d'une clé pour un épisode à venir, qui est déjà enregistré bien sûr, sur la question des violences sexistes et sexuelles dans le sport, et qui pourrait permettre de comprendre aussi pourquoi la parole est beaucoup plus difficile à libérer dans ces milieux-là que dans d'autres milieux. C'est précisément ce dont on va parler dans le prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pourrez retrouver ce podcast en différé sur la chaîne YouTube Sexisme Invisible à partir de lundi prochain. Ce podcast existe grâce à la Fédération La Brèche et grâce aux donateurs de la page Tipeee Le Fou Allié. Si vous souhaitez contribuer vous-même à la production de Sexisme Invisible, vous pouvez participer à son financement. On se retrouve lundi prochain, même heure, pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.